Aujourd'hui, je voudrais parler du grand ordre mondial et des guerres météorologiques. Il est difficile de croire qu'on puisse contrôler le climat. Et pourtant, il y a à peine 50 ans en arrière, on avait du mal à croire qu'on pourrait utiliser la téléphonie mobile, ou alors même au Moyen-Âge qu'on pourrait un jour avoir l'électricité. Et pourtant, le contrôle du climat est une bien triste réalité. Les dérèglements météorologiques sont provoqués par des grandes puissances qui visent à prendre le contrôle du monde. Ils utilisent la technologie afin de prendre le pouvoir sur le climat. Que fera le grand ordre mondial lorsqu'il aura établi son pouvoir sur l'humanité? Le grand ordre mondial, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Quand on prend la peine de s'y intéresser, on réalise le réel danger que peut représenter une guerre météorologique et nous sommes plongés en plein dedans. Depuis le début du XIXe siècle, Russes et Américains ont simulé une guerre froide afin de mieux collaborer en vue de prendre possession du climat et de l'utiliser graduellement comme une arme de destruction massive. Deux méthodes existent. Nombreux sont ceux qui ont été tués par ces anomalies climatiques, et dans l'ombre, des millions d'autres sont progressivement condamnés, tant sur le plan économique, matériel et physique. La première réalité réside essentiellement dans l'élimination progressive des surplus de population en vue de réduire l'effet famine des régions les plus défavorisées, telles que l'Afrique par exemple. La deuxième réalité, c'est l'objectif des puissances au pouvoir consiste à procéder à l'évacuation de certaines régions du monde par inondations, sécheresse, tremblements de terre, et ce à des fins d'exploitation des ressources des sols. C'est là que le contrôle du climat devient une arme. Un contrôle du climat pour atteindre des objectifs. Une zone trop dévastée devient une zone inhabitable. Le traité sur la biodiversité est anormalement activé par les États-Unis car ce traité envisage de soustraire de son territoire la moitié de sa population et le contrôle du climat est précisément l'arme absolue. La désertification de certaines villes est déjà planifiée. Et oui, en faisant des zones fertiles, des zones stériles, les populations partiraient sans aucune résistance. Supposons que Paris soit en proie à 4 années de pluie intensive ou de sécheresse sans eau. Qui resterait dans la capitale? Toute vie deviendrait impossible. Il est question de l'équilibre biosphérique géré par un écosystème en équilibre. Alors, on va prendre le cas de l'équilibre biosphérique du sud-ouest ou centre-ouest de l'Amérique. Les famines à répétition obligeraient les populations à fuir. Le scénario paraît invraisemblable, mais il existe vraiment. Nous vivons des périodes de troubles et l'Antichrist arrive à grands pas. Nous ne devons donc en aucun cas prendre ces choses à la légère, car le grand ordre mondial qui se prépare met tout en œuvre pour exercer son contrôle sur toutes les nations. Voyons donc de quoi il en découle. Alors on va faire une édition chronologique des avancées. Russes et Américains sont étroitement complices dans cette mondialisation. Voici les données tirées secrètement des dossiers de la Advance in Tesla Technology. De 1886 à 1888, Nikola Tesla invente le moyen de produire le courant alternatif et sait comment le transmettre. Le monde s'en approprie et la Terre, qui connaissait un rythme de 7,8 Hz, est hautement perturbée par un rythme électrique qui va à 60 Hz. Le climat commence alors sa modification. 1900, Tesla propose un brevet pour conduire cette énergie par des moyens naturels. En 1905, ce brevet porte le matricule 787-412. Bien que l'énergie pourrait se transmettre dans la plus grande gratuité, les sociétés la diffusent par câblage ou par fil. C'est la raison pour laquelle la découverte de Tesla est restée sous silence. 1924, les rebondissements des ondes radio sur l'ionosphère placée à 50 km d'altitude sont confirmés. 1938, les scientifiques proposent de rendre la nuit lumineuse en chauffant l'atmosphère avec des générateurs à électrons, en y déversant des millions de watts à basse fréquence. L'industrialisation intensive et les excréments de vaches
ne représente qu'une infime partie du réel réchauffement climatique. On nous ment. Les grandes puissances ne font que nous mentir. 1940, Tesla annonce l'invention d'un réchauffeur à électrons surnommé rayon de la mort. 1945 nous fait connaître l'arrivée des expériences atomiques générant 40 000 pulsations électromagnétiques. C'est grandiose. 1952, M. W.O. Schumann constate que de 7,8 Hz, la Terre est passée à 7,83 Hz. Ça commence à devenir catastrophique. 1958, une ceinture de radiation est découverte autour de la Terre. Ces particules électriques hautement chargées sont emprisonnées à 4000 km d'altitude dans le champ magnétique de la Terre et perturbent violemment la ceinture de radiation. Puis, dans le cadre du projet Argus, la marine américaine fera exploser 3 bombes nucléaires dans la ceinture de radiation. Suite à ces expériences, le conseiller aux modifications climatiques de la Maison-Blanche dénonce ces tentatives de contrôle sur le climat. 1960, c'est le début d'une série de désastres climatiques. 1961 laisse apparaître les expériences de production de nuages ioniques, comme cela avait été fait avec la poutre de barium. Alors, qu'est-ce que le barium? Le barium a pour particularité de perforer l'ozone et de permettre au Soleil de brûler la Terre. Si on a une armée ennemie qui se trouve à un endroit et qu'on parvient à envoyer une couche de barium au-dessus de cette armée, de manière à ce que l'ozone disparaisse, cette armée n'aura aucune chance de survie, elle serait brûlée instantanément. Au travers du monde, de nombreuses régions autrefois fertiles sont devenues de nombreuses régions autrefois fertiles sont depuis peu devenues stériles. 1961 à 1962, l'Union soviétique, en partenariat avec les USA, envoie dans l'atmosphère de nombreuses impulsions électromagnétiques depuis des bombes d'une puissance de 300 mégatonnes et détruiront 4% de la couche d'ozone. Les effets connus à l'avance étaient soigneusement mesurés. Ils avaient tout calculé à l'avance. 1962, le Canada lance des satellites afin de mesurer la résonance du bouclier plasmique de la Terre. 1968, les Russes ont avoué pouvoir contrôler la définition des fréquences impulsives électromagnétiques, les fonctions mentales et physiologiques de certaines populations en vue d'améliorer certaines zones et d'en détruire d'autres. Cancer, leucémie, autres maladies. C'est effrayant, mais c'est bien réel. Il reste étonnant qu'en pleine prétendue guerre froide, Russes et Américains coopèrent main dans la main. 1972, on révèle l'authenticité de résultats de réchauffement de l'ionosphère au moyen d'ondes radio à haute fréquence. La Norvège construira un réchauffeur de 100 MW afin de modifier la conductivité de l'ionosphère aurorale. Cette fois-ci, le contrôle du climat devient effectif. 1973, les gaz d'échappement de la fusée Skylab ont totalement vidé les contenus des électrons de l'ionosphère, et ce, durant plus de 3 heures. 1974, toute guerre environnementale est condamnée par les Nations Unies. Les Nations Unies savent que le climat est sous le contrôle du futur grand ordre mondial, qui se fortifie d'année en année. Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'immédiat après-guerre froide. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité incarnée par les États-Unis et la Russie. Les tenants de la théorie de l'empire global considèrent les événements politico-économiques internationaux survenus depuis 1989 comme témoins de la transition de l'humanité vers un empire global, qui, dans un premier temps, correspondrait à un ordre mondial, polarisé autour d'une seule puissance, reniant toute divinité d'ordre spirituel et reniant Dieu. Il s'agit étroitement de l'Antichrist. Il est là, il est à notre porte. Il a déjà mis un pas dans notre monde. En 1974, le Colorado, Porto Rico et l'Australie réchauffent artificiellement les parties basses de l'ionosphère au moyen d'ondes à haute fréquence. Les atomes d'oxygène de l'ionosphère sont illuminés par un bombardement d'électrons accéléré. Cependant,
les basses fréquences des lignes terrestres à basse fréquence altèrent l'ionosphère. Qu'est-ce que donc que l'ionosphère? C'est la partie de l'atmosphère où les molécules sont ionisées par le rayonnement ultraviolet solaire afin que la Terre ne soit point consumée. L'ionosphère terrestre est comprise entre environ 80 et 500 km d'altitude. L'ionosphère fait donc partie de nos protections les plus vitales. 1975, le sénateur américain Gaylord Nelson prouve par expertise auprès de la marine des USA que les ondes ELF changent la chimie du sang. La fréquence de résonance de l'ionosphère est presque identique à celle du cerveau humain. C'est terrible. L'ionosphère est donc une onde porteuse parfaite à partir de laquelle on peut atteindre le cerveau sans changer la fréquence d'émission par l'usage des ondes ELF. C'est ce lien entre la sphère électromagnétique de la Terre et les fréquences des résonances du cerveau qui est à la base des armes stratégiques. Ainsi, grâce à ce moyen diabolique, il est possible pour une puissance d'assurer sa totale domination. 1976, le lancement du troisième observatoire à haute énergie de la NASA provoque des dégâts considérables dans l'ionosphère. La couche d'ozone a été détruite pendant plus de 2 jours dans un rayon de plus de 300 km. C'est catastrophique. 1985, la société Arco Power Technology prend le brevet de Bernard Estlund visant à modifier l'atmosphère, la magnétosphère ainsi que l'ionosphère d'une région de la Terre, à titre d'essai. 1986, la modification de la fréquence des champs électromagnétiques sera la cause d'une perturbation des embryons de poulets. On l'a décelé chez les poulets, mais il y a d'autres types d'êtres vivants qui ont été atteints sur la planète. 1980 est l'époque de la mise en place des tours Gwynner, qui signifie réseau d'urgence d'ondes terrestres, qui doivent générer des ondes VLF, ondes basse fréquence, provoquant ainsi un barrage électromagnétique dans l'atmosphère centre-ouest américain, provoquant volontairement 40 jours de pluie continuelle sur cette région. Les scientifiques étaient relativement satisfaits de ces résultats. 13 juin 1984, un violent orage près d'Hamilton donne lieu à une précipitation comme on n'en rencontre qu'une fois tous les 500 ans. Il tombe 46,5 mm de pluie en 1 heure et 69,8 mm en 2 heures. En tout, l'orage déverse plus de 75 mm. Du 11 au 13, de 150 à 200 mm de pluie tombent dans la région de la rivière de la Paix au sud-ouest de grandes prairies en Alberta, provoquant de sérieuses inondations, lignes ferroviaires et ponts emportés par les eaux, terres agricoles ruinées, perte approximative de 10 millions de dollars. À Provost, en Alberta, les rafales de poussière combinées aux fortes précipitations produisent des coulées de boue. Une tornade longe la limite sud de Windsor, en Ontario, avant d'atteindre le lac Saint-Clair. Elle fait 16 morts, des centaines de blessés, des dommages évalués à 1,5 million de dollars. Des orages précèdent un front froid traversant le sud de l'Ontario. On rapporte des grêlons de la taille d'une balle de golf et de petites inondations à Londres. À Hamilton, des rues et des sous-sols sont inondés par les fortes pluies. Une personne est tuée par la foudre et on observe un nuage en entonnoir aux abords de la ville. Des nuages qui n'existaient pratiquement pas avant. Des nouvelles formations. Au plus fort de l'orage, il tombe environ 50 mm de pluie en 1 heure. La faille de Sant'Andrea se trouve également dans le projet destruction par tremblement de terre. 1987 à 1992, un projet d'armes nouvelles est à l'étude par la société Arco pour la construction du plus grand réchauffement mondial ionosphérique connu sous le nom de HAARP. H-A-A-R-P. Nous sommes à la porte de la fin des temps où le grand ordre mondial, mondialisation nommée l'Antichrist, s'apprête à imposer sa marque que les Saintes Écritures appellent la marque de la bête et qui a pour objectif de renier Dieu. Sommes-nous prêts? Il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste, musulman, chrétien ou même rasta pour se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Mais la Bible est claire en ce qui concerne la fin des temps.
Jésus viendra chercher les siens avant que le pire n'arrive. Et la question qui se pose est la suivante. Sommes-nous prêts pour son retour ?